Et coucou, bah écoutez, voilà la deuxième partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'allais quand même faire une petite intro parce que vu que ça a été coupé en deux, sinon ça allait commencer sur les chapeaux de roue. Donc quand même le temps de vous dire un petit bonjour. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse avec mes petites opinions. Menu suivant, il s'agissait de Automne douceur de vivre avec deux citrouilles en valent mieux qu'une, où il fallait une duologie complète, ou en commencer ou en terminer une. Et pour ça, j'ai mis un film et j'ai mis un film de Marvel avec Wakanda Forever, qui est le deuxième volet de Black Panther. Voilà, donc pour l'instant, c'est une duologie. Donc ça tombait bien. Il n'y a pas beaucoup de duologie en livre comme en film, hein, donc du coup c'était dur à trouver, mais en fait c'est bien tombé puisque je suis allée le voir au cinéma. Forcément, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire puisque il faut avoir vu le premier Black Panther pour comprendre cette histoire, mais ça, je pense que beaucoup de personnes le savent, en tout cas ceux qui suivent. L'acteur principal de Black Panther est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Mais il est décédé quelque temps après avoir fait Black Panther, le premier. Il était prévu pour justement faire ce rôle-là pendant un certain nombre de films. Donc forcément, ils se sont retrouvés empêtrés avec qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que le héros n'est plus là. Est-ce qu'on prend un nouvel acteur pour le remplacer? Le problème, c'est que le premier Black Panther a eu énormément de retombées parce qu'il est sorti au moment où il y a eu le phénomène de Black Lives Matter. Et donc, ça a été une sorte de porte-drapeau de ce mouvement. Ça a été aussi par rapport à l'acteur qui déjà apparemment faisait beaucoup de choses vis-à-vis de la communauté dans sa ville, par rapport à la communauté afro-américaine également. Donc, c'était devenu un véritable symbole. Et en plus de ça, il est mort d'un cancer et il était déjà malade en fait quand il tournait Black Panther. Ce que personne ne savait, ça veut dire que en étant malade, il était en train de tourner, il était en train de faire un film de super-héros et que il a poussé jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible effectivement et qu'il soit parti. Donc c'était compliqué. Remettre un nouvel acteur, ça aurait pu jouer contre le film. Complètement l'enlever et mettre un autre super-héros pour pallier à Black Panther, ça n'aurait pas forcément fonctionné non plus, donc ils étaient coincés. Et la grosse question, c'était mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Voilà. C'était compliqué, je savais pas trop à quoi m'attendre, je n'étais pas la seule. Alors, pour vous donner ma conclusion, j'ai trouvé ce film magnifique. Je l'ai trouvé magnifique, pourquoi? Alors, bien entendu, je peux pas vous raconter l'histoire, mais je peux quand même vous donner mon ressenti. Dès les premières minutes, en fait, on fait face à l'enterrement de Black Panther, qui, dans l'histoire elle-même aussi, est mort. Voilà. Et donc forcément c'était dur, c'était triste parce que c'est très étrange en fait de voir une histoire qui est aussi proche de la réalité et de se dire qu'en fait d'une certaine façon on est aussi en train de faire le deuil de l'acteur et de tout ce qu'il a fait. Et par la suite donc, puisque l'histoire tourne aussi autour de sa famille, puisque c'était le roi du Wakanda, qui est un pays imaginaire, et qu'il y avait encore sa mère qui était la reine, et puis sa sœur aussi qui est une scientifique, et qui est celle qui prépare justement ces costumes de Black Panther et toutes les inventions de ce royaume qui est extrêmement riche. Et en fait, le film va en partie devoir nous montrer les différentes étapes du deuil de la famille, en particulier de sa sœur qui va très très mal le vivre et qui va en fait devoir quand même, avec sa mère, continuer de s'occuper du Wakanda, de s'occuper aussi de l'internationalisation de leurs ressources, puisque ils ont une ressource qui est unique au monde et qu'ils ont décidé de partager à la fin du premier Black Panther, mais effectivement qui ouvre de nouveaux problèmes, de nouveaux, comment on appelle ça, pas de nouveaux conflits, mais de nouveaux conflits d'intérêts, sans être de conflits de guerre, mais de conflits d'intérêts, puisque forcément tout le monde a son œil dessus, l'Occident décide que ils en veulent leur part aussi, et donc ce sont tous ces problèmes-là qui vont être mis en avant avec l'arrivée d'un nouveau peuple, puisqu'il s'agit des Atlantes, qui sont très fortement basés sur les Mayas. Je vous dévoile rien non plus parce qu'on les voit dès les premières minutes. Et donc c'est très très intéressant de voir ce peuple apparemment surnommé les Atlantes dans les comics, mais on nous montre bien effectivement que ce sont directement des descendants des Mayas et qui nous parlent également de l'oppression parce que les Mayas n'ont pas complètement disparu. Il y a beaucoup de descendants de Mayas, mais effectivement de voir l'oppression après l'arrivée des conquistadors et tout ce qui a été fait à ces peuples-là, et donc les parallèles avec le Wakanda et les peuples africains qui ont été soumis à l'esclavage et il y a pas mal effectivement qui continuent d'avoir pas mal de problèmes dans la société actuelle. C'était très intéressant de ce point de vue-là. C'était un film qui était très très beau parce que
je trouvais que il a géré toute cette histoire de deuil, mais aussi de l'oppression des peuples, de vengeance et de tout ce qui tourne autour en fait et des conséquences que ça peut avoir encore une fois, de façon très délicate, très subtile. Je dis subtil, mais non, en fait, c'était très évident. Mais, comment dire, mais pas non plus genre, regarde, tu vois, c'est ça qu'on veut te montrer. Non, je pense que pour n'importe quelle personne qui a connu des deuils, on ne peut qu'être touché parce que c'est un film qui parle beaucoup à des sentiments très profonds, très humains et qui concerne la plupart d'entre nous. Donc forcément, ça a été très très bien fait. Il y a de l'action, hein, faut pas déconner, ça reste un Marvel. Il y a beaucoup d'action, de combats, de choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de moments très simples. Il y a des moments aussi contemplatifs, des moments qui permettent en fait de prendre une pause pendant l'histoire et de réfléchir. Et voilà, et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce film. Et à la fin du film, il se passe certaines choses qui font que je trouve qu'à la fin du film, on se sent bien. Bon, il y a quand même la larmette de service, hein, mais enfin en tout cas de ma part. Mais on se sent bien parce qu'on a fait le deuil des personnages, on a en même temps fait la paix avec, on a ouvert une nouvelle page pour le futur de Black Panther et tout rentre dans l'ordre en fait et tout est logique et en même temps ce qui s'est passé n'est absolument pas oublié. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup parlé de ce film alors que j'étais pas censée trop m'attarder sur les films, donc on va passer à la sous-catégorie suivante qui est la maison Slangster où il fallait humour, livre audio, série audio, podcast. Alors là on reste dans Marvel avec une série She-Hulk que je n'ai pas du tout aimée. On passe d'un truc à l'autre. Hein. Mais autant je trouve que leurs séries en règle générale sont plutôt très bonnes. De mon point de vue, je sais que les avis sont très mitigés, mais je trouve que la plupart sont vraiment très très bien. Mais alors She-Hulk, pouf là. Et je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup l'actrice principale, Tatiana Maslany, que j'avais adorée dans Orphan Black, qui est une série canadienne. Si vous ne la connaissez pas, allez la regarder. Sincèrement, elle est absolument géniale. Et alors dans She-Hulk, justement, je me disais, ça va être sympa, en plus c'est un petit peu humoristique. J'avais vu que c'était basé sur le féminisme, machin, je me suis dit, on va bien voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de choses sans queue ni tête. Je peux même pas vous spoiler l'histoire parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et très sincèrement, alors je suis désolée s'il y en a qui ont aimé, hein, mais bon, tout est une question d'opinion personnelle, voilà. Et personnellement, ça m'a rappelé Bridget Jones pour une raison, c'est que ça fait partie de ces choses très féministes, mais qui, au final, essaient de montrer une héroïne forte et indépendante, qui essaye de se battre contre le patriarcat, voire contre les hommes, parfois, alors que c'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble, mais qui essaye de combattre des clichés qui sont finalement les clichés dont elle rêve. Et moi, j'ai du mal avec ça. Moi, ça fonctionne pas du tout avec moi parce que ces clichés-là, en fait, c'est ce qui fait leur vie, c'est ce qu'elles veulent, alors qu'elles se battent contre. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Si c'est ce que tu veux faire de ta vie, on est tous différents, mais il n'y a pas de souci. Tu veux te marier, avoir des gosses, machin, fais-toi plaisir, c'est bien. Mais on est tous différents, on a tous des envies différentes. Mais essayer de faire ce truc genre non, je suis indépendante, moi, les mecs, machin et tout. Et puis au final, passer son temps à courir après, à faire sa petite fleur bleue, machin, à truc muche après dire ah non, mais moi je suis pas comme ça. Et puis en fait, finalement, quand on entend les dialogues intérieurs où en fait c'est complètement ça, mais si c'est ça, mais assume ma grande. Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Bref, passons, je vais éviter de m'énerver là-dessus. Il y a 36 000 méchants qui n'ont aucun sens. Dès le premier épisode, à un moment donné, il y en a une, on ne sait même pas d'où elle sort. Elle vient, elle casse le tribunal parce que She-Hulk est une avocate. Elle est en plein procès, l'autre elle vient, elle pète les murs, elle essaie de lui casser la gueule. Forcément, l'autre, elle se défend. Et voilà, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et puis après, elle vient même plus ou à peine. Enfin, c'est un truc. Pour moi, c'était sans queue ni tête. C'est des épisodes de moins de 30 minutes et à chaque fois que j'essayais d'en regarder un, c'était bon, allez, on se prépare, je vais m'asseoir, une demi-heure perdue, et j'essayais à chaque épisode, à chaque fois je me disais, allez, ça se trouve celui-là il va être bien. À la fin j'en avais marre, j'en pouvais plus, voilà. Et ben voilà, ça ne mérite pas plus que ça, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Ensuite, j'ai essayé de lire Le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka, qui est un livre post-apocalyptique basé sur une invasion de zombies complètement à la The Walking Dead.
que je pensais aimer et que sincèrement j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé plutôt bien, mais je suis arrivée à saturation de zombies pour l'instant. Voilà. Et donc ça fait partie de ces livres que j'ai abandonné cet automne. Voilà, parce que je ne l'avançais pas, parce que j'avais pas du tout envie de le lire. C'est de l'humour très exagéré, hein. C'est de l'humour vraiment très... Voilà, on se retrouve avec un club de punk, une partie qui est droguée, donc ils savent même pas ce qu'ils foutent, enfin c'est un petit peu... Le pire, c'est que j'ai bien aimé la partie que j'ai lue, mais juste, je n'avais marre de ce type de contexte, j'en avais marre de ce type d'histoire. Je crois que je suis saturée de ce type de choses, et donc je me le garde pour plus tard, parce que, comme je dis, j'ai bien aimé la partie que j'ai lue, mais juste, non. J'ai pas envie. Voilà, j'ai juste pas envie, tout simplement. Sous-catégorie suivante, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, avec nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Et pour celui-là, j'ai donc Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, et malheureusement, alors que quand je prenais le livre, j'étais à fond dedans, quand je le refermais, j'avais plus envie d'y retourner. C'est pareil que pour celui dont je viens de parler, c'est tout simplement que je suis pas dans le mood. Voilà, et pourtant, j'aime beaucoup l'écriture. C'est une autobiographie de Simone de Beauvoir, donc qui revient sur sa petite enfance et jusqu'à ses années de jeune fille, me semble, dans ce livre. Mais juste, encore une fois, j'étais pas dans le mood. Et mais ça m'énerve parce que c'est pas comme les Bridget Jones et les She-Hulk. Hein. J'en avais pas marre en fait quand je lisais. Je trouvais ça très intéressant, mais juste quand je le fermais, j'avais plus envie d'y retourner. Juste, c'était pas le moment. Voilà. Dans la lecture, il y a des moments, c'est pas le moment. Et donc, c'est pareil, je me le garde dans un coin. En plus, j'aimais bien l'écriture, j'aimais bien le type d'histoire, donc je me le garde dans un coin pour quand je serai peut-être plus en mode oulala, j'ai envie de lire plein de trucs et je suis à fond dedans. Là, en ce moment, je suis un peu en mode lecture difficile. J'en lis un à la fois, ce qui est rare chez moi. Donc, voilà. Peut-être pour cet été, quand j'aurai un petit peu plus de temps, on verra bien. Ensuite, nous avons Chante-moi une chanson Sassenach avec mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Celui-là aussi, je vais vite passer parce que c'est un jeu vidéo. Peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais pour moi, c'était grosse nostalgie. C'est Heroes of Might and Magic 3. C'est un jeu au tour par tour, c'est un RPG, donc c'est-à-dire fantasy totale, où vous êtes un héros, en fait vous devez choisir dans une multitude de cartes, vous êtes un héros, bien entendu vous devez vous battre contre les autres équipes, les autres clans, et vous devez monter vos armées en fortifiant vos châteaux et en faisant naître des créatures en fait qui vont vous servir au sein de ce château, et ensuite donc, vous allez récupérer des ressources, ces ressources qui vous aident à acheter des choses, et ensuite vous allez vous battre contre l'ennemi, voilà, en upgradant. C'est du RPG de base, hein, donc voilà, mais c'est un jeu auquel j'ai joué pendant des heures et des heures quand j'étais étudiante, mais genre au tout début, hein, c'est-à-dire ça devait être dans les 95, 96... Mais j'ai tellement joué à ce jeu que pour moi ça a un petit côté Madeleine de Proust. Les musiques sont fantastiques. Je pense qu'on peut les trouver sur YouTube si vous voulez juste écouter les musiques de chaque château. Vous pouvez choisir quel type de créature vous voulez être. Bien entendu, vous avez les créatures de votre armée, mais vous avez le choix d'être un humain, parce que je choisis jamais, parce que c'est pas rigolo. Je veux dire, si on prend un truc de fantasy, c'est pas pour être un humain. Hein. Donc vous pouvez choisir d'être un magicien, un elfe, un démon, un nécromancien, une bête, je sais plus comment on l'appelle en français. Et enfin, il y a plusieurs catégories comme ça, et moi en général, j'aime bien les nécromanciens ou les démons. Je sais pas, je les trouve plus drôles. Et voilà, donc si vous voulez juste aller voir les musiques, mais franchement, les musiques sont géniales. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai fait mon petit plaisir, j'y ai joué de temps en temps depuis, donc voilà. Dernier menu de ce pack 2022, il s'agit d'automne rayonnant. Première sous-catégorie, We're All Born Naked and the Rest is Drag, où j'avais... j'ai oublié les petits mots les petits mots-clés. LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Voilà. Et donc j'avais pris le livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, dont j'ai parlé aussi, que j'ai adoré. C'est un livre, c'est un essai, donc c'est un livre documentaire, hein, qui revient sur la place des femmes dans la société depuis la préhistoire, et où on apprend énormément de choses. Alors elle a basé son livre sur le travail de beaucoup de scientifiques, d'historiennes, elle a choisi volontairement uniquement des travaux de femmes, hein, mais effectivement qui mettent en lumière
pas mal de choses en fait auxquelles on ne pense même pas. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est tellement ancré dans ce patriarcat qu'il y a des questions qu'on ne se pose tout simplement pas. Jusqu'à ce que quelqu'un se dise mais au fait. Et quand quelqu'un vous dit mais pourquoi je n'y ai jamais pensé? Donc c'était absolument passionnant de revenir sur le rôle éventuel des femmes pour les périodes les plus anciennes, bien entendu, puisque là on ne peut que, c'est de l'archéologie, donc on ne peut qu'imaginer et chercher effectivement à se rapprocher au maximum de la vérité grâce aux découvertes, grâce à l'étude de ces découvertes, et où effectivement on a commencé à se poser des questions et à découvrir certains éléments qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc c'était très très intéressant, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne reviens pas forcément dessus, mais c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup surligné, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles justement je veux revenir pour les approfondir, pour aller aussi voir les travaux plus développés des personnes qu'elle cite, puisqu'elle n'a fait effectivement qu'utiliser leurs travaux pour écrire cet essai, mais les articles d'origine, effectivement, approfondissent beaucoup plus ces points-là. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant, ça va jusqu'à nos jours, et je ne peux que le conseiller à tout le monde, homme comme femme, hein, puisque c'est pas du féminisme forcé, hein, c'est vraiment basé sur des travaux, effectivement, qui font sens, et sur des travaux scientifiques importants. Ensuite, nous avons You Cannot Eat the Money avec écologie, anticipation, science-fiction post-apocalyptique, dans lesquels j'ai mis Ready Player One, que j'ai beaucoup aimé. Alors encore une fois, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, puisque ça se passe dans un futur post-apocalyptique dans lequel... en fait, non, post-apocalyptique, pas forcément, il n'y a pas forcément une grande apocalypse, mais disons dans un futur un petit peu glauque, où les gens habitent dans des caravanes empilées, en fait, les pauvres, hein, puisqu'il y a une grosse différence entre les riches et les pauvres, et où les gens, pour s'évader, passent leur temps dans un monde virtuel qui a été créé par un homme, effectivement, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à un certain bonheur, à une certaine facilité de vie, à pas mal de choses comme ça, et où n'importe qui peut se créer un avatar à l'image qu'ils veulent, donc pas forcément correspondant à la réalité, mais qui, à cause de ça aussi, et parce que la vie n'est pas très belle dans la réalité, les gens se perdent dedans, passent leur temps dedans, dépensent tout ce qu'ils ont dedans, donc ça ne fait qu'alimenter cet écart entre les riches et les pauvres. La personne qui a créé le jeu vidéo décède et décide de faire une annonce qui était déjà préparée avant sa mort, bien sûr, et qui promet à toute personne qui résoudra l'énigme qu'il pose que cette personne sera l'héritier de toute sa fortune et du jeu vidéo, et que donc il pourra en faire tout ce qu'il voudra. À partir de là, un énorme challenge, concours mon Dieu, j'ai du mal avec ces mots. Événement, compétition va se créer autour de ce jeu où effectivement les gens vont rivaliser d'imagination pour pouvoir résoudre les énigmes et arriver au bout du jeu pour posséder ce Graal dont tout le monde rêve, soit parce qu'ils veulent posséder le jeu pour en faire ce qu'ils veulent, soit parce qu'ils veulent posséder l'argent qui correspond et effectivement qui est une fortune incroyable. Et donc nous suivons un jeune homme qui va bien entendu lui aussi tenter sa chance et qui vit dans les caravanes des quartiers pauvres. Donc c'était très intéressant, passionnant, il y a beaucoup de références aux années 80, jeux vidéo, films, séries. Alors par contre, c'est là qu'on voit bien effectivement que ça a été écrit par un Américain, parce qu'il y a une bonne partie des références que je ne connaissais pas forcément, puisque c'est très basé sur des choses qui étaient très célèbres aux États-Unis, mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on n'avait pas accès à toute l'information qu'on a aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui a grandi dans ces années-là, il y a quand même pas mal de choses qu'on reconnaît, aussi dans les systèmes de jeu, dans la façon de jouer, dans tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Du coup, à la suite de ce livre, j'ai vu le film que, comme on peut le deviner, j'ai moins aimé. Parce que quand on vient de lire un livre, forcément on est toujours déçu par le film. Et quand on les enchaîne, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, ça c'est ma faute. Hein. J'aurais dû attendre quelques mois avant d'attaquer. Attention, j'ai trouvé bien. Hein. C'était quand même bien fait. Il y a quand même certaines choses qui ont été changées dans le film. Je n'ai pas trop compris pourquoi. C'était un petit peu... Et puis la conclusion, il y a eu certaines choses aussi un petit peu trop gnangnan. Mais bon, en même temps, c'était fait pour les jeunes. Hein. C'est fait pour... À la base, c'est un film pour les adolescents, donc ils ont aussi édulcoré pas mal de choses. Et en particulier, la première épreuve, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont changé à ce point-là. Mais bon, passons. Ça reste quand même un film sympathique, j'ai bien aimé.
Je n'ai pas dit que je n'ai pas aimé, mais c'est vrai qu'à la suite du livre, c'était pas une bonne idée. Voilà, tout simplement. Là, c'est moi qui ai fait la conne. Hein. Bon, bref, passons. Alors, autre chose que j'ai mis dans cette catégorie qui a été une grosse déception, The Mist. Film d'horreur basé sur une nouvelle de Stephen King que j'avais lu quand j'étais ado, que j'avais adoré, dans laquelle un brouillard meurtrier envahit une ville et donc quand il arrive, bien entendu, les gens sont coincés là où ils étaient et nous suivons le héros avec son fils qui est coincé dans un supermarché, donc avec tout un tas d'êtres humains. Et les êtres humains, quand ils ont peur et qu'ils sont enfermés dans un endroit, ça part vite en sucette. Voilà. Dans cette brume, des monstres qu'on a du mal à voir, puisque forcément c'est dans le brouillard, et qui, à l'écran, alors je ne sais pas si c'est à l'écran, ça donne mal, mais quelle déception, d'autant plus que c'est un film dont j'avais entendu beaucoup de bien, qui a beaucoup d'acteurs de The Walking Dead, que j'aime beaucoup, et donc j'étais très déçue j'étais très déçue du résultat. Alors, j'ai trouvé les effets spéciaux absolument pourraves. Quand une histoire est bonne, les effets spéciaux, même s'ils sont nuls, c'est pas bien grave. Sauf que là, c'était digne des films d'Ed Wood, hein, pour ceux qui connaissent, avec le tentacule en plastique qu'on secoue, histoire de faire comme s'il bougeait. Enfin, ça m'a donné un petit peu cette impression. Donc j'avais un petit peu de mal avec ça. Et je sais que Stephen King a tendance à toujours montrer les problèmes de société, en fait, où les êtres humains finissent par effectivement former des clans, surtout au niveau religieux, que ça part vite en sucette, comme je disais plus tôt, mais là, c'était trop rapide et c'était trop sorti de nulle part. Autant quand je lis un livre de Stephen King, je trouve que c'est crédible, parce que, en même temps, ces livres sont très longs, mais en même temps, c'est vrai que ça a le temps d'évoluer, ça a le temps. Un film, on n'a pas forcément ce temps-là. Mais, malgré tout, il aurait pu y avoir au moins une impression une impression d'évolution ou une impression de degré, alors que là, on passe d'un coup de l'un à l'autre, mais alors tout d'un coup, quoi. Hein. On passe d'une personne qui se dit « Oh là là, mon Dieu, je vais vous aider, machin », à 2 heures après, avec un couteau, dire « Bah maintenant, je vais flinguer tout le monde ». Alors, je veux bien qu'on pète un plomb, mais enfin bon. Et surtout, quand c'est autant de personnes à la fois qui pètent les plombs. À un moment donné... Alors, vous inquiétez pas, je ne vous vends rien, parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tout le film, mais qui sont là dès le début. Voilà. J'ai trouvé l'acteur principal, je ne connais pas ce monsieur, je ne l'avais jamais vu avant, mais ouf, 0 conviction, mais vraiment 0. C'était lourdingue, j'avais du mal, j'avais l'impression en fait que c'est que moi je pourrais jouer, hein, pour vous dire. Hein. C'était difficile de s'attacher à quoi que ce soit. Du coup, quand certains personnages mouraient, je m'en foutais un petit peu. Il y a des scènes un peu dégueulasses, mais bon, c'est un film d'horreur, hein, donc ça, à la limite. Mais un petit peu dégueulasse dans les choses avec lesquelles moi j'ai du mal. Donc voilà, donc je ne préciserai pas, hein, pour ceux qui veulent voir le film, mais c'est pas du sang, ça je m'en fous. Mais c'est vrai que du coup, voilà, moi j'ai eu du mal avec ce truc sans queue ni tête, avec des décisions à 2 balles complètement ridicules. Je vais vous donner un exemple parce que ça change rien au film, mais à un moment donné, on a l'impression de voir un insecte géant sur la vitrine du magasin alors qu'il fait nuit. Réflexe de la plupart des gens, on va allumer les lumières. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec des insectes? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, hein. Les insectes sont attirés par la lumière, voilà. Et donc, mais personne ne pense à les éteindre. Ça court partout, ça crie, ça machin, mais personne ne se dit « Oh, si on éteignait les lumières !» Voilà, c'est des trucs comme ça, en fait, où je me dis, alors qu'il y a un héros de base au milieu et qu'il y a plein de gens qui sont censés être intelligents dès le début de l'histoire, ils font n'importe quoi. Alors, je sais que dans la panique, c'est facile de faire n'importe quoi, mais à un moment donné, c'est que ça, tout le film. La conclusion du film, qui souvent est ce qui a le plus choqué les gens, et effectivement, que j'ai trouvé plutôt bien, à cause de l'acteur principal, le choc m'a fait rire au lieu de m'impressionner. Donc je pense que c'est un foirage total pour moi. Désolée s'il y en a qui ont aimé. Dernière sous-catégorie. Le don d'aimer Warwick. Avec bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et où effectivement j'ai choisi la biographie de Benjamin Lay, ce Quaker
du XVIIIe siècle aux États-Unis, qui en fait était d'origine britannique, alors ça je ne savais pas, et qui donc est parti aux États-Unis, et dont malheureusement on ne connaît pas grand-chose, en tout cas chez nous, et que je trouve un être assez exceptionnel, puisque déjà c'est un être physiquement qui était bossu. C'était un nain également, il me semble, donc il n'avait pas la vie facile tous les jours, surtout à cette époque-là, où les gens ne pardonnaient pas forcément ce type de choses, et en même temps c'était quelqu'un de très religieux, mais qui n'admettait pas qu'on puisse traiter les gens comme on les traitait à l'époque, qui n'admettait pas l'esclavage, qui était végétarien. Pour l'époque, c'est pas courant. Je sais même pas d'ailleurs s'il y avait un mot à l'époque pour ça. Et qui faisait en fait qui avait un caractère bien trempé et qui faisait des coups d'éclat justement pour choquer les gens, pour montrer à quel point leurs idées étaient rétrogrades, arriérées, et qui étaient pour la liberté, pour la défense de la nature, des animaux, des gens, des noirs. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Et donc c'est ce qui fait que j'ai pris cette biographie, mais je ne l'ai pas terminée. Voilà, c'est une lecture que j'ai commencée cet automne, que j'ai aussi mis en pause, mais que je suis en train de reprendre parce que c'est super intéressant. Voilà, et que donc là, avec mon retour de lecture, celui-là par contre, je suis vraiment en train de le reprendre petit à petit. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais il me semble que c'est la seule biographie sur cette personne qui a été écrite, parce que je n'ai trouvé aucun autre livre sur lui. Mais voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure. Donc, en conclusion, ce pack, c'était un petit peu plus foireux que les autres années, parce que je n'ai pas pu le remplir de livres comme j'aurais voulu. Mais j'ai quand même réussi à le boucler grâce aux petits à côté, puis il paraît que c'est autorisé. Donc voilà, grâce aux films, aux jeux vidéo. Il y a eu des tops et des flops aussi là-dedans, hein. Il y a eu des lectures excellentes, mais alors il y a eu des trucs... je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Mais bon, écoutez, j'espère que pour vous, le pack s'est aussi très très bien passé. Ça me permet aussi, avec ce petit bilan, de boucler mes lectures d'il y a quelques mois quand même. Il était temps. Et sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao ciao!